Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer à travailler pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et galères qu'ils ont vécus. Ce podcast a été réalisé par Camille, ancienne responsable marketing chez OE, une marque lyonnaise et engagée de vin bio. Elle est aujourd'hui à la recherche d'un nouveau challenge dans le secteur de l'innovation sociale. Si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. Et si tu apprécies Vécu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. À jeudi prochain et bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Elsa, j'ai 19 ans et je suis l'auteure et la fondatrice de Hack ton bac, qui est un projet que j'ai développé en 2019 qui permet aux lycéens d'avoir des méthodologies qui leur permettent d'apprendre à apprendre, de trouver leur orientation et tout simplement de développer leur potentiel en passant un minimum de temps sur les cours, l'école en général. J'ai développé ce projet parce que je suis passionnée par l'éducation depuis plusieurs années et cette passion vient probablement d'une frustration que j'ai pour l'école puisque je me suis toujours beaucoup ennuyée en cours et c'est la raison pour laquelle je me suis déscolarisée en rentrant en terminale. Et alors, Hack ton bac en quelques chiffres, eh bien, c'est tout d'abord un livre que j'ai écrit à l'âge de 18 ans. C'était une aventure vraiment folle, très intense et qui m'a permis de me créer des opportunités pour la vie. Depuis sa sortie, donc il y a 5 mois, c'était en novembre 2019, la sortie de Hack ton bac, on a vendu plus de 1000 exemplaires. On a plein de retours qui sont très positifs, de lycéens qui vraiment voient leur vie changer en lisant ce livre. C'était également une opportunité géniale pour moi de vendre ce livre puisque ça m'a permis de développer un revenu passif qui me permet là cette année en 2020 de lancer de nouveaux projets, d'apprendre de nouvelles choses sans me préoccuper de la partie finance pendant cette période-là. Et aujourd'hui, je continue à développer la communauté Hack ton bac sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un grand plaisir que de développer cette communauté de lycéens géniaux qui s'entraident et qui créent ensemble. Et c'est ce que je fais en ce moment. La question à laquelle je vais répondre dans ce podcast, c'est comment transformer une frustration en un projet entrepreneurial à impact. Le vécu. J'ai toujours ressenti énormément de frustration à l'école depuis assez jeune. Je m'ennuyais beaucoup en cours et il y avait plein de choses dans le système de l'école qui me dérangeaient. Et en rentrant en seconde, ça a commencé à s'empirer et c'est là que je me suis dit mais c'est marrant, on demande jamais l'avis des lycéens sur de quoi ils ont besoin à l'école. Pourquoi moi je n'écrirais pas un article là-dessus? Pourquoi je partagerais pas mon témoignage de lycéenne face au système éducatif français? Et donc à 14 ans, j'ai publié mon premier article sur l'éducation qui a été finalement le début d'une longue aventure dans le monde éducatif. À l'époque, j'avais l'impression d'avoir aucune passion. Je m'ennuyais beaucoup et je faisais pas grand-chose en dehors de mes cours. Et ce premier article, finalement, ça a vraiment été une espèce d'étincelle en moi qui m'a permis de retrouver goût à la vie et de continuer mon chemin encore une année de plus à l'école, puisque je me suis déscolarisée en rentrant en terminale. Ça a été le début de quelque chose, une graine s'est plantée quand j'avais environ 14 ans. Et donc, malgré tout, à l'école, ça n'allait toujours pas mieux. Et donc, en rentrant en terminale, je décide de démissionner du lycée, de me déscolariser, afin de pouvoir gérer mon rythme, de pouvoir apprendre par moi-même et en parallèle, de pouvoir finalement découvrir le monde professionnel et apprendre des sujets qui m'intéressent vraiment. Et à la fin de cette année-là, j'ai obtenu mon bac avec mention. Après ça, je me rappelle très bien le jour où j'ai obtenu mon bac, je me suis dit ok, c'est quoi la suite? Et très clairement, j'avais envie de continuer à m'engager dans l'éducation.
qui était un peu la bataille que j'avais décidé de mener dès lors ma déscolarisation. Premier apprentissage. Le premier apprentissage que j'ai tiré de ces différentes expériences, c'est finalement d'apprendre par moi-même sur le sujet qui m'intéressait et de me former un maximum avec mes propres moyens. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation, j'étais une lycéenne complètement paumée, assez flemmarde, assez procrastinatrice et qui réussissait pas vraiment à l'école. Mais par contre, l'atout finalement que j'avais à cette époque-là, c'est que je m'étais pas mal connectée à Internet, pas mal intéressée à comment utiliser cet outil pour apprendre par moi-même. Et très naturellement, quand j'ai souhaité commencer à rédiger mon premier article à 14 ans, j'ai fait une tonne de recherches sur Internet, sur les différents systèmes éducatifs qui existaient dans le monde, sur ce qu'on savait en neurosciences, sur comment apprendre plus efficacement et en ayant plus de plaisir. Donc tout un tas d'apprentissages qui m'ont énormément servi et qui m'ont fait vibrer pendant des années. Vraiment, je passais mes soirées, mes week-ends à regarder des TED Talks, à écouter des podcasts. J'ai développé toutes ces méthodes en m'inspirant de choses, de preuves scientifiques. C'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur, finalement, cet apprentissage par moi-même, de pas attendre que quelqu'un vienne me délivrer un savoir, mais d'aller le chercher. C'est une compétence qui est hyper importante à avoir quand on souhaite lancer des projets. Et c'est quelque chose que j'ai appris à faire assez naturellement en laissant ma curiosité se divertir au fil des articles. Deuxième apprentissage. Mon deuxième apprentissage, ça a été de créer un premier projet intrapreneurial et un side project. Une fois mon bac obtenu, j'ai saisi l'opportunité de travailler chez Deux Family, qui est un incubateur de start-up. J'ai rencontré Deux Family l'année passée, pendant que je révisais mon bac, en participant à certaines de leurs formations. Une fois arrivée à Deux Family, ils savaient bien que je vouais une passion, une obsession pour l'éducation. Du coup, j'ai discuté avec les fondateurs de Deux Family sur quelle mission finalement ils pouvaient me donner pendant mes 6 mois de stage. Et on a parlé de la création de ce projet Reverse, qui est une formation pour les jeunes de moins de 23 ans qui souhaitent apprendre à entreprendre. Et donc pendant 6 mois, j'ai bâti Reverse, du site internet aux candidatures, aux réseaux sociaux, à la sélection des intervenants pendant la formation. Et c'était une opportunité incroyable puisque j'étais en totale autonomie sur ce projet. J'avais des collègues de travail qui finalement pouvaient m'épauler et à qui je pouvais poser des questions quand je le souhaitais, mais je n'avais aucun compte à rendre à personne. C'était une expérimentation que je menais de front toute seule. Évidemment, une expérience qui m'a énormément appris pour la suite de mes projets, notamment Hack ton bac, puisque à cette occasion, j'ai appris à créer des sites internet, utiliser les réseaux sociaux, à faire du community management, et ça m'a également inspiré finalement la compréhension de l'apprentissage chez les jeunes, une notion que je connaissais déjà en ayant été moi-même utilisatrice de mes méthodes, pouvoir échanger avec des élèves qui avaient aussi une fibre entrepreneuriale et le désir d'apprendre, ça m'a permis de mieux comprendre comment trouver cet état d'esprit que certains ont assez naturellement d'oser créer, d'oser se montrer à nu en quelque sorte, c'est aussi ça l'entrepreneuriat, et comment développer tout ça finalement, toute cette fibre-là chez les jeunes. Et c'est du coup ce que j'ai fait en écrivant Hack ton bac, c'est que j'ai repris tous ces apprentissages que j'avais eus à la fois dans mes projets entrepreneuriaux, à Deux Family, et en passant mon bac en candidate libre. Tout ça, je l'ai repris et j'en ai fait un bon mix qui est Hack ton bac. Troisième apprentissage. Mon troisième apprentissage, parler de mon sujet le plus possible à l'extérieur pour me créer des opportunités. Quand j'étais en terminale, j'ai commencé par faire un stage dans une start-up qui était localisée à Station F. Et par la suite, très rapidement, en découvrant l'écosystème start-up, j'ai entendu parler de Deux Family. J'ai postulé pour l'une de leurs formations
Lion, qui forme les employés de start-up aux problématiques finalement de l'entrepreneuriat. En réalisant cette formation, j'ai rencontré une des intervenantes, Erika, qui était l'une des directrices de The Family. Et après l'avoir rencontrée, avoir écouté son intervention, j'ai été très inspirée et j'ai décidé de lui envoyer un message sur Facebook pour lui proposer qu'on déjeune ensemble et que je lui parle de mon année de terminale et de ce que j'étais en train de créer dans le monde de l'éducation. Erika a accepté et donc je me suis retrouvée pour la première fois à The Family dans leurs locaux avec Erika qui était donc l'une des directrices, qui m'impressionnait beaucoup à l'époque. J'étais assez stressée et donc je rencontre Erika et en fait je lui explique que voilà, à cette période-là, je révisais toute la journée chez moi mon bac et c'était dur, déprimant, pas facile pour trouver la motivation. Et en fait, Erika, tout naturellement, m'a proposé de réviser mon baccalauréat, mes cours, dans les locaux. Donc j'étais ni employée ni étudiante à l'époque, je venais terminer ma formation chez eux et je me suis mis à réviser pendant mes 4 mois de fin d'année scolaire mon bac tous les jours à The Family entourée d'entrepreneurs. Et très naturellement, j'ai rencontré tous les employés de The Family pendant cette période-là et c'est ce qui m'a permis de saisir l'opportunité de faire un stage chez eux puisque ils étaient très intéressés par mes projets et très contents que je puisse collaborer avec eux à un certain moment pendant mes années de création et d'apprentissage. Et donc pendant mon stage à The Family, je reçois un mail d'un professeur de Sciences Po qui me contacte pour me proposer d'intervenir dans sa classe pour parler de mon parcours et d'entrepreneuriat. J'accepte avec grand plaisir et j'interviens dans sa classe. Et puis on discute, il me demande quels sont mes projets pour la suite et je lui parle de cette idée que j'ai depuis un petit moment d'écrire un livre. Et à l'époque, c'est vraiment au stade d'idée, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de très concret autour de ce projet. C'est quelque chose auquel je pense mais que j'ai pas approfondi. Et là, ce fameux prof me répond, bah écoute, mon cousin est le fondateur d'une maison d'édition, donc si tu veux, je vous mets en contact. Un mois après, je rencontre Florent Massot, le fameux cousin, qui se trouve être très intéressé par le projet puisqu'il s'est lui-même déscolarisé à 16 ans pour créer sa première maison d'édition et qu'il a édité des livres très osés, très radicaux et nouveaux, tels que le premier livre sur le street art en France et Baise-moi de Virginie Despentes. Florent comprenait très bien qu'il faudrait me laisser libre de faire mes choix concernant le livre, concernant la charte graphique, concernant le style d'écriture. Donc c'était pour moi le deal parfait pour la création de ce bouquin. 4e apprentissage. Mon 4e apprentissage, me fixer des échéances pour rester motivée. À la fin de mon stage à The Family, j'ai cette idée finalement qui s'est développée en moi que écrire un livre et le publier en physique, ça faisait sens pour partager l'expérience que j'avais développée ces dernières années en me déscolarisant et en menant des projets entrepreneuriaux. Donc je rencontre mon éditeur dans la foulée en janvier 2019 et donc là on se tape dans la main et on se dit que le livre sortira fin 2019. Et à partir de là, il y a vraiment une course contre la montre qui démarre pour moi parce que écrire un livre et le publier en moins d'1 an, c'est extrêmement rare, c'est extrêmement peu de temps pour créer un projet de cette ampleur. Du coup, je commence à écrire le manuscrit en janvier et je devais rendre la première version pour avril. Donc, je me mets à écrire toute la journée, 7 jours sur 7, du matin au soir. Je me fais des to-do, je me fixe des objectifs chaque semaine, de sorte à rester motivée et à pouvoir concrètement mesurer l'avancée de mon livre pour m'adapter si besoin et travailler encore plus s'il le faut. Finalement, j'arrive à rentrer dans les temps et à rendre cette première version du manuscrit pour avril. Là s'enchaînent un certain nombre de relectures de mon côté et du côté de l'éditeur pour améliorer le manuscrit, pour le rendre plus digeste, plus pédagogique finalement. Et en parallèle de ça, il fallait que je me débrouille pour embaucher 2 freelances qui s'occuperaient à la fois de la charte graphique et des illustrations. Et ça a aussi été un énorme challenge pour moi puisque j'avais jamais
embauché qui que ce soit pour travailler et que j'avais jamais managé qui que ce soit. Et puis au mois d'août, on envoyait finalement la maquette à la correction avant de la finaliser et qu'elle soit donnée à l'impression début septembre. Donc finalement, on a créé ce livre en 8 mois, 7 mois, je me rappelle plus exactement, mais en tout cas, ça a été un vrai challenge pour moi et pour mon éditeur également, qui lui m'a donné cette échéance sûrement pour me motiver et pour me tester peut-être aussi. Et moi, je l'ai pris extrêmement au sérieux par perfectionnisme et parce que j'avais envie de montrer que j'assurais malgré mon âge. Et donc, ça a été une année extrêmement intense pendant laquelle j'ai mis ma vie sur pause parce que j'avais pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre si j'avais envie de rentrer dans mon plan, quoi. Donc, chaque semaine, je me donnais un certain nombre d'objectifs à remplir, en plus d'un planning plus général sur l'année. Et si je remplissais pas mes objectifs, je pouvais bosser jusqu'à 22h un dimanche soir pour être sûre de pas prendre de retard sur mon agenda. Et c'était à la fois extrêmement motivant d'avoir ces objectifs. J'étais très heureuse de bosser sur ce livre de manière intense. Et en même temps, c'était beaucoup de pression que je me mettais sur moi-même parce que j'avais peur de décevoir mon éditeur, de décevoir mon entourage si j'avais du retard. 5e apprentissage. Mon 5e apprentissage, ça a été de développer une relation saine au feedback. La première règle qu'on apprend quand on travaille chez The Family, c'est « don't take it personally ». Ça veut dire tout simplement qu'on va te faire des feedbacks, parfois qui seront secs, qui seront cash, qui vont pas faire 1000 détours, et qu'il faut apprendre à les accepter, parce que ça n'a rien de personnel, ce n'est pas parce que c'est toi, mais parce que on veut que tu donnes le meilleur de toi-même, on veut que tu progresses, et donc c'est hyper important de les écouter. C'était un apprentissage très enrichissant pour moi. Je pense qu'on n'est pas du tout habitué à recevoir des feedbacks comme ça et à avoir finalement ce sens de la critique constructive, puisque malheureusement, à l'école, quand on est noté, on va se sentir dévalorisé, on va plutôt pointer nos erreurs, mais pas dans un esprit de progression. Ça n'existe pas quelqu'un qui tout seul dans son coin crée un projet, réussit à le créer, réussit à le vendre, réussit à avoir du succès. Forcément, on se prend des portes à certains moments. C'est tout un sujet, les feedbacks, qui est à travailler et qui est essentiel pour mener à bien tout projet entrepreneurial. Et par ailleurs, s'imaginer qu'on peut créer des choses et avoir raison sur tous les points, c'est, d'après moi, une idée conçue par notre système scolaire qui ne nous donne pas droit à l'erreur, qui ne nous encourage pas à tester et à nous tromper, alors que c'est un processus tout à fait naturel. Pendant la phase d'écriture de mon livre, j'ai pas souhaité avoir de feedback, tout simplement parce que j'étais dans un état d'esprit artistique. J'étais dans un mode sous-marin, à finalement écrire mon livre du matin au soir et à très peu parler de ce que je faisais aux autres, que ce soit à ma famille ou à mes collègues de travail. Et donc voilà, j'ai écrit tout le livre, vraiment du début à la fin, sans demander le moindre feedback. J'avais par ailleurs une petite expérience d'écriture de par la publication de mes différents articles les années précédentes, mais bon, ça n'en reste pas quelque chose d'aussi ambitieux que l'écriture d'un livre. Malgré tout, voilà, c'était important pour moi de me permettre de faire des erreurs et de pas recevoir de feedback qui pourrait me déconcentrer de mon objectif qui était déjà de sortir quelque chose. Et c'est par la suite, une fois avoir finalisé cette première version de mon manuscrit, que je l'ai envoyé à mon éditeur, qui l'a relu, dont c'est le travail de relire des manuscrits, et à 2 personnes de mon entourage que j'ai particulièrement bien choisies pour des raisons très précises. Je leur avais exprimé le type de feedback que j'attendais de leur part, que ça soit en termes d'expérience utilisateur, de la prise en main du manuscrit, de la fluidité de l'écriture, et par ailleurs de finalement la pertinence des méthodes et du style d'écriture. Pour moi, les feedbacks sont extrêmement sains et nécessaires pour progresser. Il faut savoir à qui on les demande. C'est bien beau de demander des feedbacks à sa famille ou à ses amis, mais s'ils n'y connaissent rien à notre projet et si finalement on n'a pas construit avec eux une relation dans laquelle on arrive à se dire les choses de manière crue et honnête,
ces feedbacks qu'ils vont nous faire, ça va pas beaucoup nous aider à avancer, mais on a aussi besoin de critiques en fait pour avancer, puisqu'encore une fois, aucun projet ne peut être parfait dès le premier jour. Conseil Pour gagner du temps. Alors moi, ces dernières années, la manière dont j'ai appris à gagner du temps et à être plus productive, c'est tout simplement en apprenant à m'organiser et en dédiant chaque semaine un peu de mon temps à mon organisation. C'est-à-dire, chaque matin, à me faire une to-do pour la journée, à minuter chaque tâche pour être sûre de ne pas m'éparpiller dans mes journées. Chaque semaine, me mettre des objectifs un peu plus larges qui me permettent finalement d'avoir un rythme et de sentir que j'avance. Tout cela, ça peut sembler être de la perte de temps, de passer du temps à créer ces objectifs, mais c'est essentiel, autrement on se perd, autrement on procrastine. Conseil pour gagner de l'énergie. Moi, ce que je fais pour gagner de l'énergie, c'est aussi simple que de prendre soin de moi. Bien souvent, quand on est dans cette démarche entrepreneuriale, on a tendance à rêver de compléments alimentaires, de solutions magiques pour avoir plus d'énergie. Et en fait, on en oublie les choses de base telles que avoir chaque nuit le nombre d'heures de sommeil qui nous est nécessaire pour avoir de l'énergie durant la journée. C'est de faire attention à sa nutrition et de boire suffisamment tout au long de la journée. L'autre question. Alors, les questions que je me pose en ce moment sont très liées à la période. Actuellement confinée depuis plus d'1 mois dans mon petit appart, je dois dire que je me pose énormément de questions que j'aurais jamais pensé pouvoir me poser, tout simplement, puisque aujourd'hui on est un peu au jour le jour à vivre cette crise du coronavirus comme on peut, en travaillant si on en a la possibilité, et en se concentrant sur notre santé et nos besoins au jour le jour. Mais moi, je me pose beaucoup de questions sur l'après-coronavirus, puisque cette crise, clairement, ne se terminera pas le jour où on aura à nouveau le droit de sortir de chez nous. Je me pose des questions concernant l'économie, concernant la politique, l'Union européenne, et c'est des questions, finalement, qui sont nouvelles pour moi et qui sont assez stressantes, que j'essaye d'aborder avec du détachement, puisqu'aujourd'hui, j'ai pas la possibilité de trouver des réponses nulle part. Il faut attendre et voir. C'est plein de changements profonds qui nous attendent, en bien ou en mal, on sait pas. En tout cas, je pense que c'est un grand tournant dans nos sociétés. Vu, Vécu. vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. Vécu.